Est-ce que finalement la CEDEAO accepte qu'il y a aujourd'hui ce nouvel organe, cette nouvelle force ou puissance du côté de l'Afrique de l'Ouest? En tout cas, ce qu'on retient également, et c'est d'ailleurs avec vous que j'ouvre, Monsieur Atangana, c'est que dans son discours, Bassirou Diomaye Faye le dit, il ne faut pas lâcher l'AES. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, d'abord, comme je dis souvent, dans un discours de politicien, il y a toujours un narratif et une posture. Il dit il ne faut pas lâcher l'AES, un peu comme s'il ne veut pas dire l'AES ne doit pas nous lâcher. C'est-à-dire quand il parle là, on a l'impression qu'il retient l'AES. Et il ne faut pas lâcher l'AES. C'est quand même assez gros. Il ne faut pas lâcher l'AES, ça veut dire, OK, l'AES est en perdition et il ne faut pas le laisser aller en perdition. Alors qu'en réalité, c'est la CEDEAO qui est en perdition et qui se rend compte que si l'AES crée, la CEDEAO sera caduque de fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc, en plus, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est M. Bassirou Diomaye Faye, est-ce qu'il a vraiment une ligne, une idéologie? Est-ce qu'il en a une? Non, en fait, il réagit au coup par coup. C'est le porte-parole, c'est le porte-parole, le haut-parleur de la France. Donc, la France lui a donné la première mission de remettre l'AES dans la CEDEAO. Vous vous souvenez des tours qu'il a fait de négociations pour essayer de remettre l'AES à la CEDEAO. Sa mission a échoué. Et après, la France a voulu, par des menaces, essayer de retenir l'AES. Parce que dès que l'AES réussit, ça donne beaucoup plus d'énergie à tous les autres pays qui sont encore aujourd'hui sous esclavagisme. Ils sont encore sous esclaves français, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le précaré français. On peut s'arrêter sur le mot précaré pour savoir vraiment ce que ça veut dire. Parce que c'est bien de comprendre la dynamique géopolitique mondiale. Parce que après les indépendances, précaré français voulait dire que c'est les pays où quand la France posait un acte, les autres puissances ne faisaient rien. C'était un deal avec les autres puissances. C'est ça qu'on appelle en réalité précaré français. Très bien. Donc, c'était d'abord des menaces militaires. Vous vous souvenez que le Nigeria était prêt à envoyer des troupes d'Africains combattre d'autres Africains à la demande de la France. Ça n'a pas trop marché. Après, il y a eu des sanctions contre les pays de l'AES qui étaient des sanctions financières. C'est-à-dire qu'on gelait leurs avoirs dans l'espace économique de l'UEMOA, avec les banques de l'Ouest et tout ça. Il y a eu ces sanctions. Et la CEDEAO a tenu grâce à ses réserves d'or, qui lui ont permis, en réalité, de tenir à l'intérieur, avec une monnaie à l'intérieur qui circule, et de pouvoir commercer à l'extérieur avec l'or. C'est ça qui a permis à ces pays de tenir. Ce qui n'aurait pas été le cas s'ils vendaient à l'extérieur du pétrole. Vous avouez avec moi que la Russie ne va pas forcément acheter du pétrole des pays de l'AES. La Russie en a. C'est des réalités financières dont il faut souvent tenir compte quand on lutte. Pour ceux qui demandent souvent les raisons pour lesquelles on ne sort pas de la zone franc CFA. Il faut bien savoir que vous sortez de la zone franc CFA et puis à ce moment, vous ne pouvez plus rien acheter en devise. Puisqu'il y a un piège qui fait aujourd'hui que du franc CFA à une devise, on est obligé de passer par le trésor français. Je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et ce piège a été contourné déjà par le Cameroun. On parle alors de troc avec la Chine. Et la seule façon de faire, c'est faire un troc, c'est-à-dire avec un autre pays, ou alors payer en or. Non, payer en or, ça veut dire avoir des réserves d'or. Mais si vous avez le pétrole, par exemple, ben, vous devez le vendre sur le marché international et il se vend en dollars. Et si vous avez des sanctions des États-Unis contre vous, ben, vous aurez du mal à vendre votre pétrole. Et vous vous retrouvez dans un pays où vous n'avez pas d'antibiotiques, où vous n'avez pas... Voilà. Très bien. Donc,
la deuxième tentative, il y a eu, et le Sénégal était porteur de la tentative. D'abord, le Nigeria a essayé, ça n'a pas marché. Et quand Bassirou Diomaye fallait arriver au pouvoir, on lui a confié ses missions. On a vu à chaque fois qu'il avait des missions, nous avons eu des émissions dessus ici, des analyses dessus ici, où ils essayaient de convaincre ces pays de revenir à la CEDEAO. Ça ne donnait rien. Et là, évidemment, en fonction des données que la France a eues, on lui a donné la nouvelle mission aujourd'hui d'essayer de changer sa posture. Bon, ça a commencé par essayer de se créer une crédibilité. Monsieur Atangana, quand elle est... Oh, oui, mais je vous relance, pardonnez-moi. Pourquoi, quels sont les éléments sur lesquels, enfin, pourquoi est-ce que l'on doute de la bonne, je ne veux pas dire de la bonne foi, mais pourquoi est-ce que l'on doute du fait que M. Diomaye, du moins le gouvernement actuel du Sénégal, voudrait effectivement peut-être aller dans cette ligne? Je fais un petit parallèle, bien sûr, avec... la dernière sortie du président Diomaye en ce qui concerne les bases militaires françaises du côté du Sénégal, est-ce que ça ne rentre pas aussi en droit de ligne? Vous savez également qu'il y a eu des élections législatives de ce côté-là où finalement, on peut le dire comme ça, le pouvoir a enfin les mains libres. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne rentre pas dans une certaine démarche? Peut-être que le pouvoir est assez... clair, en tout cas, peut-être qu'ils sont honnêtes dans cette démarche et justement dans cet appel à ne pas abandonner les États de l'AES et accepter qu'aujourd'hui ces États forment justement un nouvel espace, mais cela n'exclut pas une sorte de coopération avec la CEDEAO. J'y arrivais d'ailleurs. La coopération, ça, ils vont la faire. Oui. C'est clair, parce que ce sont des pays limitrophes qui ont des peuples communs et que, bon, donc, ils vont finir par faire la coopération. Ça, c'est un truc. Mais en même temps, le rôle de Bassirou Diomaye Faye était de ramener l'AES à la CEDEAO. Son rôle n'était pas de coopérer avec l'AES. Et il a fait le tour et il le disait. Moi, je ne fais que prendre ce qu'il disait. Il faisait le tour pour convaincre ces pays de revenir à la CEDEAO. Et il y a eu plusieurs types de sanctions. Les sanctions financières, les sanctions par rapport auxquelles ils ne s'opposaient pas. Et puis il y a eu des menaces militaires, vous vous souvenez très bien, des menaces de mettre les armées occidentales, j'ai failli dire otaniennes, mais enfin européennes, en Côte d'Ivoire pour protéger la Côte d'Ivoire aux frontières de l'AES. Il n'invente rien. On n'a pas entendu sa sortie. La deuxième chose, il y a eu des élections, je suis tout à fait d'accord, mais vous oubliez que M. Bassirou a gagné les élections avec un profil panafricaniste. Donc il n'avait pas besoin d'autres élections. Il a gagné les élections avec un profil panafricaniste et tout le monde a vu comment, au pouvoir, sa posture était illisible. Ce ne sont que des réalités. Là, il n'avait pas besoin d'autres élections. Bon, les autres élections ont confirmé la nécessité panafricaniste des peuples africains. Et il se retrouve là, en train de dire non, au lieu de se dire je rejoins l'AES. Et dit, gardons les contacts. L'impérialiste ne part jamais. L'impérialiste garde toujours les contacts. Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous ne connaissez pas les impérialistes. Et ils reviennent. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie. Depuis combien d'années il y a eu une stabilité dans ce pays? 17 ans après, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qu'il se passe. Donc quand vous jouez à ce jeu avec les impérialistes, vous êtes perdant d'avance. Vous êtes perdant d'avance. Et puis, je venais justement sur sa dernière sortie, où il va dire à un journaliste français, venant de la France, et il va lui demander,
est-ce que vous aimeriez avoir des bases militaires chez vous? Une façon de dire, les bases militaires dans un pays étranger, ça, c'est pas bien. Oui. Et là, vous n'avez pas compris que c'était la communication de la France devant le rejet des peuples africains, pas du Sénégal, mais des peuples africains des bases militaires. Là, c'est ce qu'on appelle alors la posture typique de l'impérialiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accommode à votre discours, il change de posture. Et quand vous observez M. Diomaye Faye, il s'accommode aux réalités, c'est ça que je vous expliquais. Après qu'il ait fait le tour de l'AES pour essayer de les ramener à la CEDEAO, ça n'a pas marché, il change de posture. Mais la droite ligne de rester dans la CEDEAO reste là. On ne voit pas ce qu'il fait pour dire, bon voilà, maintenant, je vais essayer que le Sénégal soit, on ne le voit pas en train de travailler pour rendre le Sénégal un pays autonome. On ne le voit pas en train de travailler dans ce sens, M. Sango le disait tout à l'heure. Et il ne travaille pas dans ce sens. Il vient et il nous explique, bon voilà, les bases militaires, c'est pas bien. On a bien vu le journaliste, on le connaît, on sait très bien que c'est une communication de la France. C'est la France qui est en train de dire, finalement, je comprends que je dois retirer mes bases militaires. C'était une posture de la France. Et lui n'était qu'un élément de communication. C'est exactement, je vous donne le cas qui vient de se passer de posture. Vous avez vu ce qui s'est passé en France entre Donald Trump et le mec de l'Ukraine, là, le comédien là. Vous avez vu la France qui invite Trump et le président de l'Ukraine pour se rencontrer. Zelensky. C'est des postures. Et vous avez la France qui essaie de revenir au premier plan de la démocratie comme si on en avait besoin. Ce sont des postures. Ça là envoie des messages. La France qui reprend la diplomatie mondiale, c'est la même chose. Donc quand ce journaliste vient, ce journaliste qu'on connaît bien, c'est un impérialiste fondamental. On l'a vu interviewer beaucoup de chefs d'État africains. On l'a vu demander aux chefs d'État d'appliquer la démocratie. Il a toujours un narratif porté par les envoyés, par ses envoyés. Donc, cette posture, c'est une posture pour que la France qui est en train de dire aux peuples africains, voilà, je vais essayer de me retirer, même au Sénégal. Mais sans qu'on ait vraiment, dès qu'on lui a demandé c'est quand, c'est comment, il a dit, ben, ça sera négocié. Et vous avez vu la même chose dans plusieurs pays, au Tchad et tout ça. Et aussi, comme le docteur Sango l'avait dit la dernière fois, il y a des raisons financières qui font que la France aujourd'hui ne peut pas forcément tenir toutes ses bases. Il faut rappeler en passant que la France tenait ses bases parce qu'on y mène notre argent au trésor français. Et que la France retenait une partie de cet argent en disant que c'est le prix que nous payons parce qu'elle a des bases militaires chez nous. Et c'était des millions d'euros par mois. Or, ces pays-ci qui essaient de se débarrasser de ce système-là, essaient d'avoir leur propre monnaie, disent on ne peut pas payer. Comment? Quand ces pays ne peuvent pas payer, que ce soit vrai ou que ce soit une posture, ça oblige les Français à se dire mais nous, on ne va pas continuer à payer de notre poche des militaires qui sont chez vous et qui sont, entre guillemets, supposés assurer votre protection. Voilà ce qui se passe. Donc, la posture de Diomaye Faye n'est pas encore claire. Ceci dit, je ne lui renie pas le droit de changer de posture. Je ne lui renie pas le droit de... Mais pour l'instant, c'est une posture française. Et on verra, avec les actes qu'il pose, s'il est sincère ou pas. Parce que moi, j'analyse les faits. Et s'il est sincère, on verra avec les actes qu'il pose. Personne n'est dupe. Et on reconnaîtra sa volonté de rendre le Sénégal indépendant. Mais je n'ai pas encore vu, à part quelques narratifs et quelques postures, une véritable action qui permet de dire qu'il va dans une direction de rendre le Sénégal autonome. Ceci étant, je sors par là.